It's part of a trilogy, really, a musical trilogy that I'm doing in D minor, which I always find is really the saddest of all keys, really. I don't know why, but it makes people weep instantly to play a... What do you call this? Well, this piece is called Lick My Love Pump. L'idée était de faire un faux documentaire, la satire d'un groupe de rock en tournée. On avait tracé les contours de cette tournée, mais c'était vraiment une esquisse très vague de ce qui allait se passer. Le film est entièrement improvisé. Do the dead bird. Changes, get the dwarf cannolis, the little ones, okay? I did the bird. Come on, don't talk back, huh? Mime is money. Let's go. Come on, move it. Ils ont tourné des tas de scénettes géniales. Et puis Rob a organisé tout ça pour que ça fonctionne. Les gens n'ont rien compris au concept. Ils ont cru que c'était un vrai documentaire. Et lors de l'avant-première, on nous a dit « Mais pourquoi faire un documentaire sur un groupe totalement inconnu et en plus très mauvais ?» On peut comparer un projet de film à un carré. Eh bien, Rob Reiner, lui, le voit sous la forme d'un cube. Et il va le regarder sous tous les angles pour trouver le moyen d'en faire un divertissement complètement atypique. He didn't fall? Inconceivable. You keep using the word. I don't think it means what you think it means. Princess Bride est un mélange d'histoires d'amour, de satire, d'aventure et de cap et d'épée. C'est un cocktail très étrange, un objet difficile à identifier. Wesley, what about the RUSs? Rodents of unusual size? I don't think they exist. Il faut trouver le bon équilibre. Si on va trop loin, on tombe vite dans le lourdingue. Beat it, or I'll call the brute squad. I'm on the Brute Squad. You are the brute squad. Rob est un merveilleux réalisateur. Ses premiers films sont de toute beauté. Il a pris des risques dans des genres à chaque fois différents. J'ai eu la chance de tourner dans 3 d'entre eux. Pendant une moitié des années 80, on a inondé le public de comédies. Il y avait les parodies comme les « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» ou les « Y a-t-il un flic ?» Il y avait les comédies chorales comme Police Academy, les importations comme Crocodile Dundee, et puis 3 hommes et un bébé. L'autre caractéristique de la décennie, c'est l'influence du Saturday Night Live sur le cinéma. It's 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark, and we're wearing sunglasses. Hit it. John Belushi et Dan Aykroyd avaient créé ces personnages avec le chapeau pork pie et les lunettes noires. Ils les jouaient dans le Saturday Night Live et le public adorait. Alors il fallait en faire un film. Le Saturday Night Live est une émission à part. On s'est aperçu qu'elle produisait des comiques de qualité et on les a réclamés au cinéma. Well, I'll tell you what, I'm going to clean this up. You go ahead, clean up a little bit. It looks fine to me. Thanks for the dope. La comédie est une denrée très précieuse. Quand on secoue le tamis pour trouver une pépite et qu'on en voit une briller de 1000 feux, on ne la lâche plus. Les gens qui ont saisi le principe de l'humour peuvent être drôles dans n'importe quoi. SOS Fantôme est un film assez unique parce qu'il conjugue science-fiction, action et comédie. SOS Fantôme a été écrit par Dan Aykroyd et Harold Ramis. Sur le papier, ça ne devrait pas marcher. Mais ça fonctionne parce que vous avez Bill Murray, Dan Aykroyd et Rick Moranis. Et ils sont impeccables. We've been going about this all wrong. This Mr. Stay Puft is okay. He's a sailor. He's in New York. We get this guy laid, we won't have any trouble. Bill Murray aime explorer les limites pour voir s'il peut échapper en quelque sorte aux contraintes des conventions. On aurait envie d'être aussi désinhibé que lui. Au lieu de vouer un culte aux musiciens, on vénère des comiques et des humoristes. Il y a cette idée que la comédie des années 1980 va remplacer le rock'n'roll. All right, listen up. I don't like white people. I hate rednecks. You people are rednecks. It means I'm enjoying this shit. Il faut se rappeler qu'Eddie Murphy n'a que 20 ans quand il tourne 48 heures. Il enchaîne avec Un fauteuil pour deux et puis un blockbuster, Le flic de Beverly Hills. Dans les années 1980, Eddie Murphy incarne la comédie. C'est Monsieur Tout-le-Monde, il est très attachant, même s'il est exaspérant.
Il n'est pas exactement du mauvais côté de la barrière. Il joue le petit malin. C'est Bugs Bunny. You know, this is the cleanest and nicest police car I've ever been in my life. This thing's nicer than my apartment. Jusqu'alors, à Hollywood, quand le personnage principal était noir, sa couleur était toujours le ressort de l'intrigue. Dans Un prince à New York, la couleur n'a rien à voir avec l'histoire. Oha! It is my 21st birthday. Do you think perhaps just once I might use the bathroom by myself? Most amusing, sir. Il joue le prince d'une nation africaine fictive. Et avec son meilleur ami, joué par Arsenio Hall, il décide d'aller en Amérique pour se trouver une reine. Et où va-t-on pour trouver une reine à New York? Dans le Queens. C'est forcément un quartier rempli de reines s'il s'appelle comme ça. Un prince à New York a conquis le public. C'est un film réjouissant. C'est Eddie Murphy au sommet de son art. It feels so lovely to be here tonight. What a beautiful art. Give yourselves a round of applause. You're so lovely. Everyone's so lovely. And while you're in the clapping mood, I'd like to give a big round of applause to my band, Sexual Chocolate. Il n'y a pas de blanc dans le film. Ou plutôt il y en a un et il est joué par Eddie Murphy. What about Rocky Marciano? Oh, there they go. There they go. Every time I start talking about boxing, a white man got to pull Rocky Marciano out their ass. Who was your star in that picture? He says, young guy named Eddie Murphy, I think it is. Oh, Christ, I hate him. The kid with the filthy mouth. Yeah, he's the one. Oh, he's the voice. Il peut travestir sa voix, se travestir tout court. Ce film montre toute l'étendue de son talent. Est-ce que ce n'est pas de la comédie au plus haut niveau? What do you know from funny, you bastard? Risky Business a révélé Tom Cruise au grand public. On ne l'a pas aimé uniquement pour la scène de danse en caleçon, mais c'était un plus. Are you ready for me, Ralph? Risky Business est surprenant. On croit à une comédie classique pour adolescents avec sa connotation sexuelle parce qu'on voit un ado qui ouvre un bordel chez lui. Mais c'est une œuvre très noire sur le capitalisme et la vénalité. Tom Cruise n'avait pratiquement rien fait. Mais il est parvenu à rendre la complexité du personnage entre son allure de jeune homme bien élevé et ses mauvais instincts. On a su tout de suite qu'il allait devenir une star. On considère souvent Top Gun comme un film ringard et cocardier, mais en réalité, c'est une comédie dramatique très sérieuse. Tom Cruise campe un homme tourmenté, hanté par la figure tutélaire du père et qui se croit obligé de jouer un rôle pour impressionner ses camarades officiers. C'est un film sur les comportements masculins. Ses choix de rôle après Top Gun vont révéler sa personnalité et son ambition. Some piece of work. You're also a natural character. I've been telling her that. You know, I got natural character. No, that's not what I said, kid. I said you are a natural character. You're an incredible flake. Paul Newman et Tom Cruise, c'est l'ancien et le nouveau. C'est un peu la suite de l'arnaqueur. Le personnage de Paul Newman est un arnaqueur. C'est tout ce qu'il sait faire. Et s'il prenait ce jeune type sous son aile pour le corrompre et qu'il se faisait arnaquer? I showed you all I got. I showed you my ass in here. Now what the hell else do you want? That's it, that's all. Tom Cruise est formidable. Et Newman obtient son Oscar pour ce rôle. Tom Cruise a construit sa carrière selon un plan très précis. Son objectif dans les années 80, c'est de travailler avec les plus grands réalisateurs du moment. Donc, il tourne avec Scorsese et Barry Levinson. We're not going back to Cincinnati. You don't have to go to Cincinnati to pick up boxer shorts. It's Oak and Burnett in Cincinnati. What did I say, Ray? It's Kmart. You hear me. I know you hear me. My boxer shorts. Don't fool me with this shit for a second. Yours are too tight. Ray, did you fucking hear what I said? Shut up! Les stars ont besoin de prouver en permanence qu'elles savent jouer. Je crois qu'il a démontré au monde qu'il avait du talent. I like having you for my big brother. Yeah. Let me see some ID. All right, you're under arrest. Le personnage de John Rambo est l'une des grandes icônes du cinéma des années 1980. Mais on a tendance à oublier qu'il apparaît dans des films dont la facture est beaucoup plus proche du cinéma des années 1970.
Le premier Rambo est un film très noir sur la façon dont l'Amérique a abandonné ses vétérans. On ne sait pas quoi faire d'eux à leur retour. On fabrique des tueurs et ensuite on les laisse livrer à eux-mêmes dans la nature. C'est une histoire assez dure. Et même si c'est un film d'action avec Sylvester Stallone, c'est d'un grand réalisme. Le deuxième opus envoie tout ça à la poubelle et reprend tout à zéro. Sir, do we get to win this time? This time it's up to you. Il y avait un besoin de réparer les échecs des années 1960-70. On ne peut pas réécrire l'histoire, mais on peut retourner sur place et récupérer les prisonniers de guerre. On peut renvoyer au bercail ces représentants de la puissance américaine. Stallone avait consacré beaucoup d'efforts à se construire un torse musculeux parfaitement ciselé. Au même moment, Arnold Schwarzenegger, qui a été culturiste, devient lui aussi une star de film d'action, à la surprise générale. Je ne sais pas si avant les années 80, on avait une image précise de son acteur préféré sans sa chemise. Vous pouvez fermer les yeux et imaginer James Stewart ou Montgomery Clift torse nu. Ce n'est pas vraiment essentiel à leur image en tant qu'acteur. It would be ridiculous for me to play something outside of that role, and it would be crazy for Dustin Hoffman to try to be Commander, or to be Conan, or to be Terminator, or to be Rambo. It doesn't work, you know, so the people only accept it for certain things. Après des années 1970 assez efféminées, la tendance était à un retour au schéma traditionnel de la masculinité. Mais tout ça fonctionne par cycle, et à la fin des années 1980, on était prêt pour un héros de film d'action un peu moins macho. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, motherfucker. À sa manière, Piège de cristal est aussi parfait que Casablanca. C'est un film d'action avec des cascades géniales. Il y a un casse qui a un vrai sens narratif. Il y a John McClane, qui n'est pas un super-héros, mais un flic ordinaire. Et non seulement il n'est pas dans son élément, mais il n'a plus de chaussures. C'est une idée de génie d'intégrer un élément familier dans un film d'action. Je ne sais pas ce que ça fait de balancer une chaise bourrée d'explosifs dans une cage d'ascenseur, mais j'ai déjà marché sur du verre, et ça fait mal. Quand on le regarde, on se voit à sa place. C'est un type bourré de défauts, mais il est capable de les surmonter. Et on se reconnaît là-dedans parce qu'on se dit toujours « Si j'étais au pied du mur, je saurais être à la hauteur ». L'interprétation d'Alan Rickman est un jalon dans le cinéma des années 1980, parce que c'est un méchant qui est un intellectuel. Ce n'est pas une armoire à glace qui tabasse le héros, c'est un cerveau que le héros doit surpasser en intelligence. Beaucoup de stars de films d'action trouvent très cool de ne pas avoir peur. Pour moi, ce n'est pas du courage, c'est de la bêtise. Le courage, c'est d'avoir peur, mais d'arriver à la surmonter. Ce n'est pas la taille de l'explosion qui compte, mais notre attachement à la personne qui fuit l'explosion. 10 years ago, I'd have been a millionaire by this time. By this time, I'd have my own boat, my own car, my own golf course. Dans les années 80, on voit apparaître le capitalisme gangster. Et Tony Montana incarne ce désir de respect, de richesse, d'influence, de pouvoir. Au début des années 1980, Oliver Stone est un scénariste respecté et bien payé. Il a écrit Scarface, c'est un homme qui en impose dans le milieu, et il fait des films inquiétants, à la psychologie complexe. You wanna play rough? Okay. Say hello to my little friend. Je l'ai trouvé excessif et caricatural. Et puis j'ai passé beaucoup de temps à Miami et je me suis rendu compte que c'était presque trop sobre. Cette décennie est alimentée par la quête du profit et le désir d'étaler sa fortune au grand jour. The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Wall Street n'est pas seulement un film sur Gordon Gekko. Il traite de la relation entre un père et un fils qui n'ont pas la même vision du monde et qui jouent des rôles différents dans une économie en mutation permanente. He's using you, kid. He's got your prick in his back pocket, but you're too blind to see it. No. What I see is a jealous old machinist who can't stand the fact that his son's become more successful than he has. What you see
He's a guy who never measured a man's success by the size of his wallet. That's because you never had the guts to go out into the world and stake your own claim. C'est la rencontre entre Wall Street et le monde. Le monde, c'est Martin Sheen. Ce sont les gens qui subissent les conséquences des décisions prises à Wall Street. Pour Oliver Stone, la raison d'être du cinéma, c'est de faire une critique politique de notre société. Et cet angle lui a permis de faire des films très percutants. What happened today is just the beginning. We're gonna lose this war. Come on. You really think so? Us? We've been kicking other people's asses for so long, I figure it's time we got ours kicked. Platoon est un film très intense. Le personnage de Charlie Sheen est largement inspiré de la propre histoire d'Oliver Stone, qui est parti au Vietnam par patriotisme, pour faire son devoir. Et l'horreur de la guerre lui a ouvert les yeux. C'est ce qui fait que le film vous prend aux tripes. I hope people go to see what the war was really like. That's the statement. And once you see it, you have to think about it for yourself. Think about what you think about war. Think about what it really is, as opposed to the fantasy comic book stuff of Top Gun. Dans les années 70, il y avait de l'animosité pour la politique extérieure américaine parce qu'elle était responsable de l'immense gâchis du Vietnam. Et au cinéma, ce ressentiment se répercutait sur les soldats qui revenaient de la guerre. I want my leg, you understand? Can't you understand that? All I'm saying is I want to be treated like a human being. I fought for my country. I am a Vietnam veteran. Dans les années 80, on voit une forme de rédemption, une deuxième vague de films de guerre qui rendent hommage à ces hommes qui se sont battus pour leur pays. Yeah, my father was a civilized man. That's a word, yeah. Civilized. Very good word. Yeah. My father was a civilized man living in an uncivilized time. The civilized, they was the first to die. Le choix de Sophie est la grande comédie dramatique sur l'Holocauste. Parce qu'il ne montre jamais explicitement l'horreur des camps, pas dans le détail. Il traite davantage de ses conséquences tragiques. I'm going to tell you something now I have never told anybody. Je n'ai jamais travaillé avec quelqu'un qui ait une telle confiance, qui s'en remet aussi intégralement à son instinct. Elle a appris le polonais et l'allemand pour le film. Elle a perdu du poids. C'est ce qui fait la singularité de Meryl Streep. Elle parvient à entrer au cœur de chacun des personnages qu'elle interprète. And the winner is Marvelous Meryl Streep. On peut demander à Meryl de faire n'importe quoi, elle sera toujours crédible. Somebody spiked my urine sample container. Who? Boy. Well, how do I know who? Anybody could have done it. Can you stay? For a day or so. J'ai vu que Meryl Streep travaillait son rôle en profondeur. Ce qui l'intéressait, c'était d'exprimer la vérité de son personnage. Et pour ça, il fallait que la langue, le ton et la voix soient parfaits. Elle était inflexible là-dessus, et elle était déterminée à y parvenir. People marry, it's not revolutionary. There's some animals that mate for life. Geese. You know, you use the damn animals for your own arguments. You won't let me use them for mine. The nominees for performance by an actress in a leading role: Meryl Streep in Out of Africa. Meryl Streep in Iron Weed. From A Cry in the Dark, Meryl Streep. Elle a vraiment transcendé le métier d'acteur. Elle est passée de l'autre côté du miroir. Elle ne jouait pas une femme avec un accent australien, elle était une mère australienne. We're talking about my baby daughter. Not some object. Beaucoup de stars n'ont pas de talent de comédien. Et il y a beaucoup de grands acteurs qui ne deviennent pas des stars. Mais Meryl Streep est les deux. What does that mean to you, movie star? Oh, it means, you know, Katharine Hepburn, Bette Davis, Greta Garbo. Doesn't mean me. Flashdance, c'était vraiment quelque chose.
C'est une soudeuse sexy qui danse le soir, mais sans enlever ses vêtements. So what's a dancer doing working as a welder? Girls gotta make a living. Jennifer Beals était formidable dans ce film. Elle était tout à la fois belle, forte et sexy. C'était les débuts de MTV et le film en a largement bénéficié. La chaîne diffusait les clips des chansons de Flashdance en permanence. Les clips servaient de bande-annonce au film. On voyait bien que Flashdance avait été conçu avec les clips en tête. La musique de Kenny Loggins pour Footloose a cassé la baraque. Ces chansons passaient tout le temps sur MTV. On regardait les clips, mais il n'y avait pas Kenny Loggins dedans. On voyait des lycéens déchaînés qui dansaient, malgré l'interdiction. Quand je suis sortie avec Kevin Bacon, je n'avais jamais vu Footloose. J'ai loué le film et j'ai compris pourquoi tout le monde était tombé amoureux de lui. Il était craquant avec son petit jean taille haute et son débardeur blanc. La cible de ces films, c'était clairement les adolescents. On savait que dès qu'ils sortiraient de la salle, ils fonceraient acheter la BO. Purple Rain m'a bouleversée. À ce jour, je n'ai jamais vu d'autres films grand public qui donnent une telle place à la musique dans la construction de l'émotion. How's it going? How's what going? You know, things, life, whatnot. Life is not whatnot, and it's none of your business. Les scénarios de John Hughes sont vivants et très drôles. J'ai lu 16 bougies pour Sam allongé sur la banquette arrière de la voiture de mes parents à pouffer de rire. On attendait ces films avec impatience, parce qu'on savait qu'on allait passer un bon moment et qu'on allait voir des ados qui nous ressemblaient ou qui ressemblaient à ce qu'on rêvait d'être. My father will come home, you see what I did. I can't hide this. He'll come home, he'll see what I did, he'll have to deal with me. C'était profond. Dans La folle journée de Ferris Bueller, le personnage d'Alan Ruck est très fouillé. Matthew Broderick interprétait le petit malin déjanté, mais Alan Ruck était terrorisé par ce père odieux. C'était vraiment poignant. Here we are. I want to congratulate you for being on time. Excuse me, sir. I think there's been a mistake. I know it's detention, but I don't think I belong in here. The Breakfast Club, c'est la référence du film pour ados. Il montre la difficulté de cet âge de la vie et les barrières entre différentes cliques. Il faut se retrouver enfermé dans une pièce pour les abolir. Les 20 premières minutes du Breakfast Club sont rigoureusement parfaites, dans la structure de la narration et dans la présentation des personnages. C'est mon John Hughes préféré. Il est vraiment à part et il était très nouveau à l'époque. So on Monday, what happens? Are we still friends, you mean? We're friends now, that is? Yeah. Do you want the truth? Yeah, what's the truth? I don't think so. The picture was saying to adults, what those characters were saying to adults is, please listen to my being upset because someone doesn't like me or I don't have any friends or whatever, looks relatively insignificant to you, but it's really hurting me. C'était déchirant, parce qu'on voyait des ados parler de choses que d'habitude ils gardaient pour eux. On n'évoquait jamais ces sujets douloureux au lycée et avec les gens de son âge. Il n'y avait pas beaucoup de films qui parlaient aux adolescents. C'est surprenant d'ailleurs parce que dans une vie, c'est une période incroyable, celle où tout change très rapidement. Tout le monde a envie de voir ce genre d'histoire. C'est pour ça que les films de John Hughes sont si importants, parce qu'ils racontent quelque chose qui nous touche. Je me suis demandé comment cet adulte pouvait en savoir autant sur nous. C'est comme s'il avait lu en nous. If you boys just turn right on around, head on back down that way.
And you let us head on up there where the real fighting is, huh? There are men dying up that road. And it wouldn't be nothing but Rebs dying if they let the 54th in it. Les gens ne savaient pas du tout qu'il y avait eu des soldats nordistes noirs. You men move on. Stripes on a nigger. It's like tits on a bull. You're looking at a higher rank, Corporal. And you'll obey and you'll like it. La star de Glory, c'est Matthew Broderick. Mais le film est phagocyté par Denzel Washington. C'est un ancien esclave qui se bat pour le Nord. Il s'enfuit parce qu'il a besoin de chaussures. Alors il faut le punir, il faut le fouetter. Il se met en place et il prend les coups de fouet comme un homme. Il ne crie pas, il ne flanche pas. Mais à un moment, une larme, une seule, coule le long de sa joue. Et c'est là que Denzel Washington a remporté l'Oscar. C'est un film qui permet au public de prendre conscience du rôle des Noirs dans l'histoire de l'Amérique. Dans les années 80, on a une série de grandes fresques monumentales. Un genre qu'on considère à l'époque comme l'apothéose du cinéma. Ce sont des films plus proches de ce qui se faisait dans les années 50 et 60. Mais ils sont de belle facture et réalisés par des grands noms. On a par exemple Le Dernier Empereur et Ragtime. Il y a aussi Gandhi, sorti en 1982. Beaucoup de gens auraient préféré voir E.T. remporter l'Oscar du meilleur film. Mais l'anticipation et la science-fiction, ce n'est pas le genre des Oscars. Ce qui gagne, ce sont les grandes fresques. Amadeus est une réflexion sur le génie. I know your work well, signore. Do you know I actually composed some variations on a melody of yours? Oh, really? Which one? Mio caro Adonne. Well, I'm flattered. A funny little tune, but it yielded some good things. Le personnage principal du film, ce n'est pas Mozart, c'est Salieri. Et c'est un médiocre. Ce n'est pas un grand artiste. Il n'est pas doué d'une inspiration divine. Et il est jaloux de Mozart et de son génie. Shouldn't it be a bit more... Or this. This. Yes. Le personnage le plus intelligent et le plus rationnel du film, c'est ce jaloux qui n'a pas beaucoup de talent. Et le moins intelligent et le moins rationnel, c'est le génie. Amadeus est plein d'humour, plein de vie. Il y a aussi une certaine méchanceté. Tom Holtz est fantastique dans ce film. Les années 1980 nous ont donné de grands cinéastes. Leur talent crève l'écran. On sait qu'ils vont continuer à tourner et avoir de longues carrières. I'll take all 10 grams from 10 grams? All right, that's 9 apiece. 9 times 10 is 75. Yeah, 75. All right. That's 90, Bob. Yeah, Bob, that's 90. Ils débutent dans ces années-là, pour certains avec de petits films. Why don't you let me tape you? Doing what? Talking. About what? About sex, your sexual history, sexual preferences. Steven Soderbergh, Sexe, mensonge et vidéo est le film qui révèle Steven Soderbergh comme l'un des cinéastes les plus doués de l'histoire du cinéma. Ever. Why are you doing this to yourself? You gonna answer me? No, please, don't do that. Why not? No, really, don't. Why not? I just want to ask you a few questions. Like, why do you tape women talking about sex, huh? C'était un cinéma radicalement nouveau. Le film a été tourné avec un budget très modeste et il était extrêmement singulier. C'était un point de vue qu'on n'avait encore jamais vu. Il traite ouvertement du voyeurisme et des troubles sexuels. Et c'était saisissant de voir ce sujet porté à l'écran. C'était un film précurseur, un film qui a énormément compté. « 100% est le premier film de Joel et Ethan Coen. C'est un croisement entre le gore et le film noir. Ils savaient qu'ils tenaient une bonne carte de visite s'ils arrivaient à faire peur. Leurs films sont d'une grande intensité et très inventifs. On a toujours l'impression qu'ils sont adaptés d'un roman dont personne n'a jamais entendu parler. Chaque plan, chaque réplique, chaque note de musique est pensée et réfléchie. Et c'est brutal. Leurs films sont pleins de chocs viscéraux. Et à côté de ça, il y a des séquences drôlatiques. Turn to the right.
matter, Ed? My finance left me. Ils venaient de finir d'écrire Arizona Junior et ils m'ont demandé de le lire. J'ai trouvé ce scénario formidable, génial et tellement drôle. Pour moi, Arizona Junior est un chef-d'œuvre. Ils ont pris un dialogue mitraillette, dans le style de Preston Sturges, pour le mettre dans la bouche de Plouk du fin fond de l'Arizona. No, ma'am. We released ourselves on our own recognizance. What Evel here is trying to say is that we felt the institution no longer had anything to offer us. On se dit, je ne savais pas qu'on avait le droit de faire ça. Ils ont quand même mis du banjo et des chants tyroliens. Même maintenant, je n'aurais pas le courage de faire une BO pareille. Et ce n'était que leur deuxième film. Ces cinéastes disposent du même matériel que les autres. Ils ont le même terrain de jeu. Et pourtant, ils créent une esthétique complètement différente de tout ce qu'on a vu jusqu'alors. C'est énorme. C'est un triomphe. Les comédies de Tim Burton détonnent dans les années 1980. Je n'ai jamais eu peur devant un film d'horreur parce que j'aime trop ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui me faisait peur, c'était d'aller en cours ou de rendre visite à la famille. J'adore Tim Burton, parce qu'on ne fait pas mieux comme réalisateur. Il est vraiment unique. On voit les rayures en noir et blanc, l'atmosphère du film, et on sait que c'est un grand artiste. L'idée de base de Beetlejuice, c'est que les vivants sont terrifiants et les morts sont des personnes ordinaires. Au début de ma carrière, j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui maîtrisaient l'art de l'improvisation. C'est le cas de Michael Keaton. Il vient de ce milieu. L'énergie de la performance est complètement différente. Il y a une base écrite, mais ensuite ça déraille. On part dans des digressions folles. Michael excelle dans cette discipline. C'est une vraie cocotte minute. On sous-estime complètement Beetlejuice. C'est un film très apprécié, mais il est quand même sous-évalué, parce qu'il ne devrait pas fonctionner. Je ne sais pas si c'est un film d'horreur infiltré dans une comédie ou l'inverse. Je ne sais pas quel algorithme régit tout ça, mais ça fonctionne. What is going on here? Has America gone mad for the movies? Apparently some of us have. They were buying bad shirts, bad hats, bad anything. And the movie hadn't even opened. La nouveauté avec ce film de Tim Burton, c'est que la machine marketing commence à faire saliver le public un an avant la sortie. Je finis le tournage et je vois l'affiche du film dans la rue. C'est carrément flippant, le film n'est même pas terminé. Pour moi, l'imagerie de Batman tient plus de l'horreur que du comic book. C'est ce que j'aime dans la BD. Et j'aime bien cette double personnalité, cet homme partagé entre l'ombre et la lumière. Pour toutes ces raisons, Batman était mon super-héros préféré. Visuellement, c'est intemporel. Il nous empêche délibérément d'identifier une époque précise. On croit être dans les années 1940, et puis on voit une voiture des années 70. Il joue avec tous ces détails. On a eu la chance de tourner Batman avant la mode des films de super-héros. À l'époque, c'était encore nouveau. Batman a engendré tout ce qu'on a vu par la suite dans ce domaine. Depuis, l'industrie s'est emparée de la transposition des comic books au cinéma. Now, you could have predicted some of the big money makers, Batman, Ghostbusters 2, Indiana Jones. But who would have guessed a modestly budgeted film about racism set in a black neighborhood of Brooklyn would be a national hit? Mookie! What? Come you got no brothers up on the wall? Man, ask Sal, right? Dans les années 80, il y avait cette exigence d'avoir plus de diversité à l'écran. Mais la diversité à l'image, ce n'est pas forcément la diversité derrière la caméra. Peu de réalisateurs noirs avaient la possibilité de faire des films. Spike Lee était vraiment nécessaire à l'époque. C'est certainement l'un des films les plus importants de l'histoire du cinéma, parce qu'il concerne la représentation des races. C'était comme une grenade culturelle qu'on aurait dégoupillée.
Ce film dit des choses incroyables, des choses qui étaient jusqu'alors sous la surface et qu'on n'avait jamais exprimées comme ça. Pino, who's your favorite basketball player? Magic Johnson. Who's your favorite movie star? Eddie Murphy. Who's your favorite rock star? Prince. You're a Prince boss. Bruce. Prince. Bruce. Pino, all you ever talk about is nigga this and nigga that. And all your favorite people are so-called niggas. C'est un instantané du New York de cette époque. Et en même temps, c'est universel. Tout le monde interagit, et c'est drôle. C'est créatif, culturel, social. C'est politique avec du tranchant. C'est un film essentiellement provocateur. Vers la fin du film, Mookie est face à un choix cornélien. Un jeune noir a été assassiné. Est-ce qu'il faut riposter? Est-ce qu'il faut déclencher une émeute? La question est vite tranchée. Spike Lee dit que les Noirs ne lui demandent jamais si Mookie a bien agi et que ça choque les gens. À la fin du film, Mookie représente la colère noire. C'était important pour Spike Lee de faire ce constat. Voilà où nous en sommes. On ne rend pas assez hommage à la maturité de Spike Lee dans ce film. Il pose une question mais sans apporter de réponse. Beaucoup de gens tournent des films où tout est verrouillé. On dicte au spectateur ce qu'il doit penser ou ressentir. Spike ne veut surtout pas aller au-delà de la question et ça nous oblige à nous interroger sur notre propre ressenti. Beaucoup de cinéastes ont débuté dans les années 1980. Elles ont servi d'incubateur pour d'autres idées, d'autres visions, des idées nouvelles. Pour moi, le cinéma a toujours été une échappatoire, une façon de fuir ce que je vivais. Ce que j'aime dans le cinéma, c'est le fait d'entrer dans une salle et d'être emporté ailleurs, dans un autre monde. C'est formidable de s'asseoir au fond d'une salle de cinéma et de sentir le plaisir du public. C'est quelque chose de merveilleux. C'est pour ça qu'on aime le cinéma. Parce qu'on aime voir des portraits de personnes qui se débattent avec la complexité de la nature humaine. Les années 80 sont une période faste pour le cinéma américain. On a des comédies qui parlent de la vraie vie sans aller dans l'outrance. On a des drames qui s'attaquent à des sujets difficiles. On réinvente des genres traditionnels du cinéma. Et en même temps, il y a une surenchère. On évolue vers quelque chose de plus grand, plus rapide, plus tapageur. C'est le seul médium qui permet de présenter à la fois une histoire et du grand spectacle. Seul le cinéma est capable de vous montrer la vérité d'un drame humain et puis de vous transporter dans des lieux qui n'existent pas dans la vraie vie.